ingénierie, défis et perspectives qui sera donné par le professeur Sylvie Daniel. Donc, Sylvie Daniel a obtenu le diplôme d'ingénierie en génie électrique de l'INSA de Rennes, en France, en 1994, et le doctorat de l'Université de Rennes 1 en France également, en traitement du signal et télécommunications en 1998. Elle compte plus de 16 années d'expérience dans le domaine de l'imagerie géospatiale, durant lesquelles elle a dirigé et géré des projets de R&D d'envergure internationale, notamment dans l'industrie. Elle a rejoint l'Université Laval en janvier 2004, où elle est maintenant professeure agrégée au département de sciences géomatiques. Sylvie Daniel dirige actuellement le projet GéoÉduc 3D, financé par le réseau de centres d'excellence Géoïde. Elle est membre de l'IEEE, membre du Centre de recherche en géomatique et chercheuse régulière du Centre d'excellence Géoïde. Ses intérêts de recherche incluent l'acquisition des données, images et nuages de points, le traitement d'images et l'intelligence artificielle, la fusion de données et la réalité augmentée. Professeur Daniel. Merci. Donc ma présentation va être en quelque sorte une extension de la présentation qu'a faite Stéphane Côté. On va se placer dans le même contexte. L'objectif ici est vraiment d'aborder la question de développement d'outils pour la géo-ingénierie, mais avec des outils qui sont vraiment de la vraie réalité augmentée, et de voir quels sont les défis associés à la mise en œuvre de tels outils. Donc, pour se replacer dans ce contexte-là, la maintenance des infrastructures est un sujet, je dirais, toujours d'actualité quand on voit les gros titres, entre autres. Et donc ça concerne aussi bien, je dirais, les problèmes liés au réseau autoroutier que des problèmes liés au réseau d'aqueduc. Donc ce besoin toujours constant de nouvelles solutions pour répondre à la demande à la fois de la maintenance et du contrôle de ces infrastructures, ça permet ou ça génère plusieurs initiatives de recherche dans le développement de solutions adaptées pour répondre à cette demande. Donc quels sont en tant que tels les besoins ciblés ? Donc je dirais il y a deux principaux besoins, soit des besoins de maintenance, soit des besoins d'outils qui vont aider à développer de nouvelles infrastructures. Dans chacun des deux cas, on a un certain nombre de tâches à compléter. Dans le cas de la maintenance, on va plutôt chercher à mettre en évidence des dégradations ou bien à détecter des problèmes, vérifier la présence d'éléments révélateurs de dégradation et puis planifier des interventions sur site. Dans le cas de nouvelles infrastructures, on va plutôt chercher à mettre en évidence l'avancement du projet, sa conformité avec ce qui a été établi au départ comme planification et puis le respect des délais. Donc, pour faire face à ces besoins-là, on va avoir là aussi besoin d'outils qui vont être soumis à un certain nombre de contraintes fortes, notamment le fait que les utilisateurs ont besoin déjà de se déplacer sur le terrain. Ce qui signifie qu'il faut qu'ils accèdent à distance à tous leurs outils de base, leurs informations, pour pouvoir justement interagir, contrôler, vérifier que les éléments sur le terrain sont conformes avec ce qui a été planifié. Comme l'a signifié Stéphane au préalable, ce qu'on souhaite faire sur le terrain, c'est vérifier des éléments, mais être capable aussi d'annoter, de documenter des travaux et donc d'enregistrer ces éléments-là et si possible déjà dans des systèmes qui sont préétablis. Donc pas uniquement prendre des notes sur un cahier, mais si possible intégrer directement dans l'environnement de développement et de contrôle ces éléments supplémentaires. Il faut aussi être capable de pouvoir aller sur le terrain et puis inspecter les éléments suivant différents points de vue. Donc le côté dynamique et non statique de la tâche à accomplir est une autre contrainte sur les outils qu'on doit utiliser. Puis finalement, il est nécessaire de voir ce qui souvent est invisible, notamment avec tout ce qui est lié au réseau souterrain. Donc, pour prendre en compte tous ces éléments-là, il faut disposer d'outils qui sont capables de répondre à toutes ces contraintes. Et les différents outils qu'on a actuellement à disposition présentent plusieurs limitations vis-à-vis de ces contraintes. Donc parmi les différents outils, on a forcément les plans papier, l'accès à des portables ou même à des SIG mobiles sur le terrain, mais
l'ensemble de ces outils-là ne permet pas de répondre à l'ensemble des contraintes que j'ai énoncées. Et donc, si on souhaite des solutions adaptées, idéalement, il nous faut des solutions mobiles, précises, robustes, fiables, puisque la nature des tâches qu'on a à accomplir nécessite ces éléments-là précisément. Il faut que la manipulation soit ergonomique, puisqu'il nous faut un outil qui nous permet d'accomplir nos tâches, et la tâche nécessite des déplacements sur le terrain, avec des connexions Internet à distance pour avoir accès aux différentes informations relatives à l'infrastructure, permettre de saisir aussi des informations sur le terrain, donc accéder à une capacité d'annoter les éléments qu'on visualise sur le terrain et les mettre en référence avec des informations géoréférencées déjà stockées, qui permettent aussi de voir plus facilement ces représentations 3D comparativement à des représentations 2D, qui soient des plans sur des sites mobiles ou bien des plans papier, ce qui, je dirais, aide beaucoup la représentation mentale que l'opérateur ou la personne sur le terrain a à faire pour mettre ces éléments-là en perspective. Donc tout ça pour dire que parmi toutes les solutions actuellement disponibles ou envisagées, les solutions de réalité augmentée mobile paraissent comme des candidats les plus adaptés à répondre à l'ensemble de ces contraintes. Juste pour préciser, je ne veux pas introduire c'est quoi la réalité augmentée. Je pense que les précédentes présentations l'ont très clairement exprimé. Moi, je souhaiterais juste présenter ce qu'est la réalité augmentée. Donc, la superposition d'éléments graphiques ou textuels sur notre vision du monde réel, et je dirais, c'est un vrai ancrage de cette superposition de ces informations sur la réalité. Donc ce n'est pas juste un ancrage dans la visualisation de notre appareil mobile, ce qui est souvent le cas avec les représentations sur tablette ou téléphone intelligent. On ancre dans la visualisation, mais on n'ancre pas sur la réalité. Ce qui veut dire que quand je vais interagir avec mon élément 3D, je ne vais pas interagir en tant que tel avec des éléments de la réalité correspondants. Il y a un décalage. Donc ce qu'on souhaite faire avec la vraie réalité, c'est d'avoir cette incrustation des informations, des représentations dans les éléments correspondants de la réalité. Donc, ceci est de la vraie réalité augmentée. On ancre le modèle 3D directement sur l'élément correspondant dans la réalité, c'est-à-dire le plan papier ici est la vraie réalité. La représentation 3D est ancrée directement sur ma réalité. Si j'interagis avec le modèle 3D, ça va être exactement à l'endroit et au lieu où l'élément réel se situe. Ce qui n'est pas la réalité augmentée. Tous les éléments qui reposent sur ce qu'on appelle des points d'intérêt, où finalement on utilise effectivement la localisation géographique des éléments dans la scène, on sait où on se situe, où on sait où on regarde. Par contre, la superposition ici est ancrée sur l'écran, mais n'a aucun lien direct avec l'élément qui est juste derrière, qui peut être un bâtiment. Il y a un vrai décalage. La notion de profondeur, où se situe ici, dans mon champ de vision, ce point virtuel par rapport à cet élément, ce bâtiment qui est au loin, il n'y a aucun lien entre les deux. Donc on a une déconnexion de la virtualité avec la réalité. Et donc ça, dans un contexte de géo-ingénierie, c'est un élément qui n'est pas acceptable puisqu'on veut vraiment interagir sur les éléments construits et poser des annotations directement sur cet élément-là, interagir directement avec l'élément. Donc dans un contexte que je dirais plus professionnel, la vraie notion de réalité augmentée, quelque part, est un prérequis. Donc juste pour aller reprendre les quelques exemples qui ont été montrés dans la présentation de Stéphane, ceci explique pourquoi la vraie réalité augmentée est nécessaire. Il faut effectivement savoir où ce système électrique se situe par rapport à la façade que je représente ici. Donc il faut un lien direct, il faut qu'un positionnement précis de ces deux éléments en perspective. Un autre exemple qui devrait vous rappeler quelque chose. La même chose, il faut vraiment que l'ancrage de l'information par rapport à l'élément réel auquel il se rapporte soit exact, identique, et vraiment là où se situe la réalité. Si je saisis quelque chose sur un élément qui est à côté, ça va avoir des conséquences énormes sur les opérations qui vont être menées par la suite. Donc cette notion-là d'ancrage dans la réalité est nécessaire. Et l'ancrage
doit se faire de telle manière qu'on a un mode opératoire qui se fasse normalement, strictement en temps réel. On veut pouvoir interagir avec les éléments qui sont en face de nous au moment où on est sur site, se fasse à très haute résolution spatiale. On a eu précisément ces notions de 1 pixel de décalage, c'est vraiment le minimum auquel on doit répondre avec notre application. Il faut qu'il soit robuste aux opérations effectuées par les utilisateurs. On est sur le terrain, on veut être efficace, donc il faut qu'on ait un système qui soit réactif et efficace aussi. On veut avoir quelque part un même niveau de performance sur le terrain qu'on aurait sur un ordinateur de bureau. Et donc, il nous faut, comme je disais, une superposition qui soit vraiment ancrée dans la réalité. Donc, il faut éviter toute superposition irréaliste sur le monde environnant. Donc, tout ça représente beaucoup de contraintes à mettre en œuvre pour être capable de proposer une solution qui réponde aux attentes des utilisateurs sur le terrain. J'ai rassemblé ici à peu près l'ensemble des éléments limitatifs actuellement sur notre capacité à mettre en œuvre de telles solutions. Donc, le principal, comme on a dit actuellement, c'est le positionnement. Avec un GPS, on va avoir une précision de positionnement de 5 à 100 mètres, suivant là où on se situe, dans un milieu urbain, proche de bâtiments ou non, sous un sous-bois ou proche d'une végétation urbaine. Tous ces éléments-là vont rentrer en ligne de compte. L'autre élément, c'est aussi la fréquence de rafraîchissement de notre position. L'utilisateur bouge, il faut que sa position au sein de l'application suive ses mouvements de l'utilisateur. C'est une première contrainte. Au niveau des accéléromètres présents dans les applications ou dans les systèmes pour suivre justement le déplacement de l'utilisateur et notamment la direction dans laquelle il pointe sa tablette ou sa plateforme, on a là aussi des phénomènes de dérive. Donc, comme ça a été expliqué précédemment, il est nécessaire de suivre le mouvement de l'utilisateur. Donc ce suivi-là doit prendre un point de départ et être capable d'évaluer les angles de rotation puis de revenir à sa position initiale avec les mêmes valeurs de rotation. Ce qu'on a détecté au niveau des accéléromètres et même du principe même des appareils qui mesurent ce type de positionnement, c'est qu'il y a une dérive dans la mesure. Donc oui, on s'initialise au départ à une bonne position, mais à bouger, à faire des rotations, on se rend compte que finalement, les appareils subissent une dérive et on va s'éloigner petit à petit de notre position réelle. Donc c'est un problème qui est inacceptable dans le contexte actuel d'application de ces éléments de réalité augmentée en géo-ingénierie. L'autre problème, c'est le champ de vue limité. Avec une plateforme, avec surtout un téléphone mobile, on a un champ de vue qui est quand même relativement restreint. Et quand on parle de travaux de géo-ingénierie, c'est généralement des plans d'implantation qui sont sur une dimension, un volume relativement large. Donc cette gestion du champ de vue limité représente aussi un problème parce que quelque part, il va falloir se reculer de l'infrastructure. Plus on se recule, plus on perd de précision. Or, la précision est un prérequis sur la réalisation de notre tâche. Donc, à nouveau, c'est une limitation. Toujours lié à la plateforme, là aussi où on va être limité sur les éléments liés à la batterie, parce que tous ces téléphones, plateformes mobiles ont une batterie limitée. Donc, ça aussi, la durée d'intervention sur le terrain va en pâtir. La qualité des caméras utilisées pour ces systèmes-là est moins bonne que la plupart des appareils photo qu'on utilise actuellement. Donc si on veut mettre en place des approches de vision numérique pour pallier aux problèmes de positionnement GPS, on a affaire aussi à des limitations liées au système de vision. Et comme on a des contraintes fortes en précision, ça peut représenter là aussi un défi. Donc, l'écran limité en est un autre, et on a à la fois une mémoire et une capacité de calcul qui est aussi limitée sur ces plateformes-là. Donc, ce qu'on est capable de réaliser sur le terrain n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait utiliser ou mettre en œuvre si on était au bureau avec des vrais ordinateurs. Donc là aussi, c'est des défis qu'il faut relever et prendre en compte, et la nature des éléments qu'on va être capable de visualiser sur le terrain va en dépendre grandement. Un autre élément
qui est aussi une limitation, c'est quand même la communication à distance. Et c'est vrai que la plupart des systèmes sont équipés de liens Internet au travers du Wi-Fi ou du 3G. Néanmoins, on est sur des systèmes qui n'ont pas forcément une bande passante suffisante ou suffisamment rapide pour nous permettre justement d'être efficaces sur le terrain. Donc si on est capable d'attendre quelques minutes que l'information nous parvienne ou soit enregistrée, ça va. Mais sur certains éléments ou sur certaines applications, on rencontre du délai entre l'action qu'on réalise et la transmission ou la réception de l'information qu'on a requêtée, par exemple, par rapport à un serveur. Donc oui, ça s'améliore, oui, les accès à distance et les hotspots se développent. Néanmoins, pour le type de travail qu'on pourrait viser sur le terrain, ça constitue quand même une limitation. Et puis, un autre élément qui est toujours présent quand on cherche à faire de la réalité augmentée en extérieur, c'est tous les problèmes relatifs à l'environnement. Prise en compte de la position du soleil, et notamment le fait qu'on a un éclairement qui soit variable peut jouer sur la capacité de nos algorithmes de vision numérique. De la même façon, la présence du soleil vient affecter notre capacité à bien voir sur notre tablette. Donc s'il y a plus ou moins d'illumination, la qualité aussi de notre visualisation sur l'appareil va en pâtir. Et puis, on a affaire à des éléments qui sont mobiles aussi dans l'environnement. Donc des piétons, des véhicules qui peuvent là aussi interagir avec les éléments ou se présenter dans le champ de vue vis-à-vis de l'infrastructure qu'on cherche à contrôler. Donc tous ces éléments-là font que mettre en place de la vraie réalité augmentée dans un contexte d'ingénierie, ça présente énormément de défis. Donc, pour faire une synthèse, on a des contraintes de précision, de robustesse, de fiabilité, de sécurité, donc, contraintes du pixel. On a aussi une autre contrainte qui intervient, c'est comment présenter des données à l'utilisateur de manière efficace et informative. Et donc, éviter de se retrouver avec des écrans qui ressemblent à peu près à ça. Mais c'est une vraie question, c'est comment on va gérer l'information qu'on va présenter à l'utilisateur. On sait incruster des informations dans la plateforme, dans son écran de visualisation, mais comment on représente les choses? Où est-ce qu'on place l'information? Est-ce que parfois, finalement, on n'a pas mieux fait d'utiliser des représentations 2D et des plans par rapport à des représentations 3D? Dans certains cas, la 2D est plus efficace que la 3D. Donc tous ces éléments-là doivent aussi être investigués pour proposer des outils qui soient vraiment efficaces sur le terrain et qui soient une aide à l'utilisateur sur le terrain plutôt qu'un ralentissement. Quelques exemples déjà de systèmes qui ont été mis en place, notamment par un groupe de TU Graz en Autriche qui a développé un système qui s'appelle Vidante qui permet de voir les infrastructures souterraines. Donc ils ont mis en place un système qui leur permet de visualiser les infrastructures souterraines. Et puis là, dans ce cas de figure, c'était voir l'implantation de murs dans une zone ferroviaire. Donc leur approche ne s'appuyait pas sur des plateformes mobiles, mais sur des ultra-mobile PC. Et donc comme la diapo ici le montrait, ils ont développé eux-mêmes leur propre plateforme avec l'intégration d'un vrai GPS, l'ultra-mobile PC, et puis des manettes de style joystick pour interagir avec les éléments. Donc c'est des premières approches, mais qui permettent d'avoir des visualisations intéressantes, donc vraiment ancrées dans la réalité, même qui permettent de visualiser le réseau souterrain, mais ça reste des approches qui sont difficiles à mettre en œuvre parce que la plateforme en tant que telle est, je dirais, suffisamment lourde pour ne pas autoriser un travail de trop longue durée. Puis le problème du GPS reste quand même persistant, même avec ces solutions-là. D'autres exemples qui ont été mis en place en Finlande, là aussi pour la construction, toujours sur des ultra-mobile PC plutôt qu'avec des tablettes, parce que ces PC-là offrent des capacités de calcul qui sont plus adaptées à ce qu'on souhaite faire. Ça reste qu'on a des problèmes toujours liés à l'ancrage du modèle 3D dans l'environnement, parce qu'il faut disposer aussi des modèles numériques de terrain pour ancrer précisément le modèle 3D dans la réalité. Quelques exemples. Un exemple sur lequel je travaille actuellement avec un étudiant où on cherche plus cette fois-ci à faire de la maintenance en
en intérieur, sur des structures internes, et donc d'essayer d'accéder à distance à des informations qui vont nous indiquer quels sont les problèmes de maintenance, où il faut interagir, et donc de pouvoir directement sur la zone où on souhaite interagir, avoir une représentation, par exemple, du plan de câblage associé à cet interrupteur, par exemple. Donc là, en intérieur, on a quand même plus de facilité de contrôle de l'environnement et d'accès à distance à de l'information. Ça reste que l'ancrage dans la réalité constitue toujours un problème, en termes de précision notamment. Donc, en termes de perspective, la réalité augmentée a connu beaucoup de progrès depuis ces dernières années, puis on a beaucoup de technologies qui sont apparues. Ça reste néanmoins difficile à mettre en œuvre en extérieur pour tous les problèmes que j'ai énumérés précédemment. Et donc, ça peut être envisageable à moyen terme, à l'échelle, je dirais, du bâtiment ou du voisinage. Donc, si on souhaite vraiment sur une structure locale la mettre en œuvre, à moyen terme, dans 5-6 ans, on peut envisager des solutions qui nous permettent d'aller à l'extérieur et de mettre en œuvre des vraies solutions de réalité augmentée. À plus long terme, éventuellement, ça serait envisageable à l'échelle d'une ville, là où je veux dire que quand on va à l'échelle du bâtiment, c'est qu'on sait précisément où on va et qu'on va naviguer autour de ce bâtiment-là uniquement. À l'échelle d'une ville, ça veut dire je me déplace n'importe où, n'importe quand, puis je suis capable de mettre en œuvre la solution de réalité augmentée. Donc là, ça serait, selon moi, à plus long terme que deux types de solutions pourraient être mises à jour. Le problème aussi, c'est qu'actuellement, les plateformes qu'on utilise, smartphones, tablettes, ce sont des plateformes qui n'ont pas été développées pour la réalité augmentée. Donc on fait face à l'ensemble des problèmes que j'ai énumérés. On peut envisager que peut-être d'ici quelques années, on va avoir des vraies solutions mobiles dédiées pour la réalité augmentée et donc qui vont nous permettre de faire face à l'ensemble de ces contraintes. D'ici là, comme on a vu, il est possible d'avoir des compromis et donc de mettre en place des solutions qui sont intéressantes et qui vont proposer des contextes de mise en œuvre plus favorables pour faire le travail ou les tâches qu'on a à faire. Donc, dans ce contexte, on a vu les solutions basées sur les points d'intérêt, la présentation précédente, la solution offerte par les panoramas, la présentation précédente, et donc une autre solution sur laquelle aussi on travaille actuellement, c'est ce qu'on appelle la simulation augmentée. Donc le panorama amène, je dirais, une vue simulée de la réalité. La simulation augmentée va un petit peu au-delà de ça, où on amène directement l'environnement simulé au travers d'une tablette, par exemple, sur l'extérieur. Donc l'idée reste la même que celle du panorama. On se place sur notre site d'études dans le même point de vue, que l'on souhaite inspecter l'infrastructure, et l'environnement simulé, parce que sur ma tablette, j'ai des accéléromètres, j'ai des GPS, l'environnement simulé se présente directement sur le même point de vue que lequel je suis dans la réalité. Et donc là, j'ai plus de capacité d'interaction avec les éléments pour aller rechercher de l'information et des éléments constitutifs des différents bâtiments que je souhaite visualiser. Donc c'est une autre solution, à nouveau c'est un compromis, ce n'est pas de la réalité augmentée, mais ça pourrait être un compromis acceptable pour réaliser déjà un certain nombre de tâches sur le terrain. Donc ceci conclut ma présentation. Si vous avez des questions ou vous êtes intéressé à en savoir plus sur réalité augmentée mobile, n'hésitez pas à me contacter. Merci. Merci, professeur Daniel. On a le temps pour quelques questions. Oui, voilà. Oui, s'il vous plaît. Si j'ai un modèle de la réalité, par exemple un modèle dans Google Earth, est-ce qu'il n'y a pas des algorithmes déjà pour arrimer un dessin 3D sur un modèle 3D, ce qui permettrait de régler le problème du GPS finalement? J'aurais plus besoin de GPS à partir du moment où j'orienterais ma tablette dans une direction. Le modèle, donc c'est d'orienter deux modèles finalement, un modèle qui est géoréférencé avec mon modèle CAD, et tous les deux s'orientent et ça me permet donc de savoir ma tablette dans quel sens elle est orientée.
et donc de pouvoir projeter quelque chose. C'est pas suffisant. Il y a toujours la notion de perspective, de profondeur de champ qu'il faut prendre en ligne de compte. Si je prends mon modèle 3D et je suis en train de l'ancrer dans la réalité, donc j'ai ma vue vidéo par exemple, donc ok, je l'ancre dedans, je peux mettre des points d'intérêt puis des points d'accroche. Ok, je reste, il est ancré. Maintenant je bouge. Okay, je vais me reculer un petit peu, même un pas, avancer, je vais tourner. Comment je suis, comment je maintiens l'ancrage, comment je gère la profondeur. C'est ça qui fait en sorte que les algorithmes de vision, les algorithmes de tracking, c'est ça qu'ils cherchent à faire. Mais ces algorithmes-là fonctionnent, je dirais, pour l'instant sur des PC. Quand on passe sur des plateformes mobiles, quand on part sur des environnements extérieurs où on gère mal la lumière, les algorithmes qui fonctionnent deviennent beaucoup moins robustes. Vincent Thomas, tu parlais peut-être d'un appareil dédié pour la réalité augmentée. J'aimerais savoir quelles caractéristiques que tu as en tête que cet appareil-là pourrait avoir. Si on envisageait vraiment des appareils pour la réalité augmentée, ça veut dire qu'on mettrait des systèmes déjà de caméra et de vision qui soient suffisamment performants pour aller nous chercher la qualité pixel dont on a besoin. Il faudrait des systèmes aussi d'un point de vue GPS, accéléromètre qui soient robustes, qui soient moins sensibles à la dérive. Ça pourrait être des solutions. Déjà, juste d'avoir des plateformes dédiées comme ça améliorerait beaucoup, mais sauf que le choix actuel des GPS, des accéléromètres, c'est par rapport à l'utilisation principale qui est faite des tablettes, qui n'est pas de la réalité augmentée. Donc on est allé vers des systèmes de positionnement cartographique suffisants, mais sans envisager une application, je dirais, vraiment professionnelle de ces outils-là. Merci. Une dernière question. C'est une petite question technique rapidement. Es-tu sûr que les accéléromètres dérivent? Oui, il y a quand même de la dérive. Parce que c'est une mesure quand même absolue par rapport au champ de gravité. Là. Je sais que le gyroscope dérive puisque c'est une mesure relative à chaque fois. Oui, mais si tu fais des essais de rotation où tu fais justement des mouvements de rotation, tu vas à un certain angle et tu reviens. Tu vas voir que de maintenir justement une mesure exacte de l'angle parcouru, ça je dirais peut-être plus c'est de la mesure de l'angle où il y a des dérives en tant que telles. Si tu veux faire une mesure de l'angle exacte entre je prends mon point de départ, j'effectue une rotation jusqu'à un angle donné et je reviens, si j'essaye de déduire quel est l'angle exact que j'ai mesuré, je vais avoir à un moment donné que je vais avoir des dérives dans mes mesures. Ok. Mais je pense que l'accéléromètre, si on parle vraiment accéléromètre, c'est vraiment juste vertical. Les accéléromètres, c'est plus c'est pas juste vertical. Ouais. Parler. Ouais. Donc, j'aimerais, au nom de la CSG Section Montréal, remercier tous les présentateurs de ce matin qui ont fait un excellent travail et qui ont fait des présentations très intéressantes. Merci beaucoup à tous.